Appelle aux organisateurs. On a Appelle. d'urgence besoin de... Et non, la jeune fille avec le bonnet. Il y a quelqu'un qui arrête la jeune fille avec le bonnet. C'est ma fille. Il y en a une là. Non, tous les gens qui ont bonnet ne sont pas ma fille. Non, non, non. C'est ma fille. Laissez-la entrer. Ah, elle ne veut pas rester. Ah, enfin, ça ne nous empêche pas quand même d'amener quelques bières à mes amis endormis. Voilà, ça va arriver. Les enfants, nous sommes à Liège. Je n'ai pas dit que Liège avait la réputation d'être tout de même de faire boire de l'eau. Les gars, je ne suis pas Jean-Paul Sartre. Croyez-moi, il vaut mieux boire quelque chose. Et vous allez dire, mais oui, mais on n'a pas le choix. Eh ben oui, c'est ça. Eh ben voilà, c'est comme ça. On y va, mon garçon. On y va. Bon, ben, c'est bien commencé. Vous avez une photo prise il y a tout juste 30 ans, c'est pas celle-là? Voilà. C'est les mêmes. Bon, il n'y a pas que lui, évidemment. Mais c'est surtout Vincent qui a quand même beaucoup évolué. Vincent, il est le deuxième, là. C'est le beau gosse. Le beau gosse, là. Ouais. Vous avez vu, ils avaient tous des cheveux longs. Ouais. Et moi, j'ai jamais pu faire pousser 1 centimètre de cheveux. Pourquoi je suis devenu acteur? Prends le micro, non? Je dis, regardez bien. Après, je me tais, je le promets. Parce que comme j'ai bu un verre, j'ai tendance à tout le temps parler. Regardez bien. 1, 2, 3. 3 cheveux longs. Et regardez bien mes pauvres cheveux. Ça a été une bataille insensée. Et j'ai une anecdote sur cette photo. On a le temps. Hein. Oui. Il a voulu. On est parents. C'est la première fois qu'on faisait un interview. Et le magazine s'appelait Edouard Vince. Voilà, c'est un magazine qui parlait du cinéma de manière interne, un truc un peu obscur, un peu sympa, mais un peu qualifié. Tu vois, vous voyez, le truc en Belgique qui déjà nous fatiguait. Mais là, on est quand même invité. Et j'étais hyper impressionné de faire un interview. Et donc, regardez bien. Regardez ma cravate. J'ai acheté une cravate. J'ai un costard, et regardez ma gueule de con. Regardez bien ma gueule de con. Mais je vous jure que c'est vrai. Et les trois ont dit, bah nous on s'habille comme d'hab, ok? Moi pas. Je me suis dit, couverture égale, ce qu'on m'avait dit, tu feras la couverture. C'est un magazine avec 7 pages de cinéma belge, un truc déprimant, mais tu peux pas imaginer. Non. Et il sera là à Cannes. Parce qu'on partait à Cannes, d'accord? André vous racontera toute l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais alors, ils ont fait une photo. Et ils m'ont demandé pendant cette séance, parce que je ne doutais de rien, j'avais jamais fait l'interview, ils m'ont demandé, peux-tu jouer un... Et là, je vous confie un vrai secret. Ah oui, mais secret. Si. Enfin, eux le connaissent. Peux-tu jouer Humphrey Bogart? Donc ils m'ont demandé, parce que, regardez, là, ils m'ont demandé de faire une photo en faisant Alain Humphrey Bogart. J'aurais dû préciser, mais à l'époque j'étais trop jeune. Préciser, Benoît Poelvoort joue Humphrey Bogart. Et donc, ils ont diffusé cette photo où je fais. Ok. Et je suis rouge comme un concessionnaire en vin. Vous voyez les bouquins pour les mecs qui vendent des vins, ils sont toujours tout rouges. Vous avez déjà vu, il existe des magazines pour les vendeurs de vin. Et alors, j'ai un pote, quand on est parti à Cannes, j'ai vu la couverture. On savait qu'elle serait exposée dans le stand belge. Stand qui n'est pas beaucoup visité, soyons honnêtes. Non. Mais bon, j'ai un pote qui a écrit. Mon visage marchait pour tout. Et celui qui a le mieux marché, c'était bien avant les réseaux sociaux, cet homme mange sa merde. Oui, c'est un peu brutal, mais je vous assure, si vous retrouvez cette couverture, vous direz, c'est pas impossible. Voilà. Je vais la trouver. Voilà. Fais attention aux photos que tu exposes. Et maintenant, je me tais. Oh, celle-là, elle est belle. Définitivement. Ok. On veut dire tais-toi, quoi. Bon, allez, une question pour André, par exemple.
Parce qu'on décrit toujours cette aventure comme une aventure collective. Enfin, vous étiez 4 à bord, plus plein d'autres d'ailleurs. Oui, il y avait tous les amis de l'INSAS qui ont travaillé comme techniciens sur le film. Et qui a fait quoi alors? Comment ça s'est passé vraiment? Qui a fait quoi? Je pense qu'on l'a fait quand même ensemble, c'est-à-dire on l'a co-signé, mais chacun avait son propre poste en fait. Voilà. Moi j'ai fait l'image. Tu étais encore à l'INSAS, André? Pardon? Tu étais encore à l'INSAS à ce moment-là? Non, on avait terminé l'INSAS. Enfin, on terminait l'INSAS, mais moi j'ai jamais terminé, j'ai jamais eu le diplôme. On terminait et Rémi était en... C'est pas que je ne veux pas voir l'eau, c'est que la confidence est souvent accompagnée d'une forme de griserie. Voilà. Un peu gris, je me suis confié. Je pourrais toujours dire, monsieur, je n'étais pas dans mon état normal, j'étais un peu grisé par le manque de... Il faisait chaud, il y avait de l'alcool, voilà. C'est vrai. Mon vieux, je pense que ça n'intéresse absolument personne. Tu sais que Il y a pas quelques vieux, je sais pas. Bon, et alors... Tu sais Santé. Alors racontez-nous quand même, vous êtes arrivé à Cannes, grosse découverte. Moi j'ai vu des... Ah, bien sûr. Je savais même pas où c'était Cannes. Aucun de nous n'avait mis les pieds à Cannes et au festival. Alors j'ai anecdote. Alors, on décide d'y aller tous. Toute personne qui a travaillé sur ce film doit se rendre au Festival de Cannes. C'est vrai que nous y étions jamais allés. Et je suis parti avec Rémi. Non, je suis parti avec Sean, qui fait le preneur de son, qui s'est... Je vous raconterai l'anecdote malheureuse de Sean qui se coupe les cheveux en plein tournage. Et donc Sean... Ah, Hugues... C'était pas avec moi? Oui, c'est là qu'il avait... Pascal Lebrun, on était dans une voiture, et cette voiture avait comme particularité qu'elle ne pouvait pas dépasser la 3e. Tiens. Sean disait, on ne peut pas dépasser la 3e. C'est pas une voiture qui présentait 4 vitesses. C'était quand même à l'époque une voiture un peu rapide. Donc on a fait le coup à 95, 100, 110, dans la limite. Ça a pris... C'était énorme. On a écouté, à l'époque c'était encore les cannes. Et nous n'avions aucune... Vince s'était habillé en pompier. Nous n'avions aucune idée de... Moi, je veux dire honnêtement, Rémi m'avait dit, André m'avait dit, on s'en fout, on reste 2 jours, on présente le film et on bouffe, on boit gratos. On a fait des festivals qu'on avait fait nos courts-métrages, on disait, on bouffe, on boit gratos, on dégage. Quand on est jeune, c'est comme ça. Je veux dire, et là, on s'est dit, putain, là, ça va être... Et on était quand même très loin de Cannes. On n'était pas à Cannes. On était à Cannes-la-Boca. C'est-à-dire l'endroit réservé aux enfants qui pensent encore avoir fait du cinéma, qui sont comme... Et on était heureux comme des pains. On puait la rage, le fenêtre en sortant de la bagnole. 17 heures dans une voiture en 3e. Il faut imaginer. Des gros cheveux et des bières à l'arrière. Je me rappelle, on a vu un palmier, on a dit fuck, on est à Cannes. Après on a dit non, Cannes c'est pas là. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Cannes, la Boca, 14 km plus loin. Petit hôtel un peu minable où dorment les journalistes malades ou suicides. Il n'y a pas de suisse dans la salle, mais c'est vrai qu'ils sont souvent accompagnés. Et donc on arrive là comme des gosses. Mais on était contents, on puait des grolles, il faut imaginer. On se dit, mais on avait 2 chambres. Et on était 16. On est arrivés les premiers, mais il y avait déjà 6-7 personnes. On a dit, on fait comment pour dormir? Parce que l'appartement est loué par le Festival de Cannes. Tu vois, on ne savait pas. Donc on dit, oh, on comprend que ça va être un peu étroit. On dit, il n'y a vue sur rien. Il n'y a vue sur rien. Vous avez vu? Si, on voyait quand même... On voyait... Non, on voyait pas la pluie, putain. Lui, il est heureux dès qu'il voit du sable. Non, il n'y avait pas la mer, mon pauvre bonhomme, non. Et ça s'est accumulé petit à petit. Ils venaient tous. 16, on a dormi entre des portes. Il faut imaginer.
un type pouvait dire « Génial, je suis près de la charnière ». Je vous jure que c'est vrai. Comment ça n'a pas fini en partous dégoûtant, je n'ai jamais compris. Non, je n'ai jamais compris. On était quasi tous nus. Et tout le monde avait une bonne raison de sortir. Mais nous n'avions pas l'intention de rester longtemps. On avait l'impression, on savait qu'on était invité 3 jours. Donc, appartement gratuit, 3 jours, 50 mètres carrés, 16 personnes. Et on en profitera jusqu'au bout. Et on prendra ce qu'il faut, des bus et des bus. Et maintenant, je vais terminer les C'est dur de parler après Benoît quand même. Hein. Ah, mais moi, je pourrais raconter des anecdotes toute ma vie. C'est ce qu'on appelle... C'est l'ivresse. On appelle ça l'anecdote man des cafés. Dans les cafés, il y a toujours un mec. Tiens, tonton Benoît. Non mais Cannes, c'était pas son problème, parce qu'en fait, on pouvait rentrer dans aucune fête. Tout le monde. Alors, on était 16. C'est triste. Vous avez quand même pu entrer à la projection de votre film. Et encore, parce que c'était dur d'y rentrer, vu que la Semaine de la Critique avait une toute petite salle, et effectivement, il y avait des émeutes et tout ça, quoi. Et le distributeur suisse qui avait acheté le film par Oui-Dire, en fait, sans l'avoir vu, a essayé de rentrer à une projection, il s'était fait... il n'avait pas pu rentrer, il disait « Mais c'est mon film, je l'ai acheté, je peux pas le voir ». Non, mais il y a eu plusieurs projections. Hein. La première était encore calme, mais après, c'était l'émeute. C'était toujours dans les petites salles. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est grâce à ça que la Semaine de la Critique a eu des salles plus grandes après. C'est grâce à vous? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si je ne m'abuse, l'année suivante, la Semaine de la Critique a demandé à Pascal Lebrun de faire l'affiche. C'est vrai. Votre affichiste. C'est tout à fait vrai, affiche que personne n'a jamais compris, et même moi, non, je n'ai toujours pas compris. C'était une arête de poisson qui représentait la palme, non? Voilà. J'ai toujours demandé à Pascal, je ne vois pas très bien ce que ça représente. On a fait une fois, et ensuite on a continué sur le final, et on a continué. C'est vrai cette histoire que l'affiche du film a dû être modifiée pour être affichée en France? C'est-à-dire en France, oui, ils ont remplacé la tétine par un dentier. Mais c'était un truc, c'était parce que le distributeur français qui s'est révélé être un escroc, c'était vraiment des méchants, et ils avaient vraiment fait du lobbying pour avoir une interdiction moins de 12 ans. Okay. Et il fallait donner un petit quelque chose, et donc ils ont changé l'affiche. Je ne sais pas si vous suivez bien, mais vous voyez l'affiche avec Benoît, hein, qui a son flingue, qui tire sur et il tire, il y a une tétine qui... Et il y a une tétine qui sort, hein, donc comme s'il avait tiré sur... Les branleurs, là, du Canada, ils n'ont même pas trouvé d'image. Non. Cette tétine a été remplacée. Et donc la tétine a été remplacée par un dentier. Je peux dire que je l'ai. Comme quoi... Je t'engage plus jamais. Elle est là. Voilà. Et donc, tu vois, on a remplacé la tétine par un dentier. Le dentiste, ça allait bien. Et en plus, c'est d'une hypocrisie dingue, parce que c'est comme si on pouvait tuer les vieux. Et le film ressort en France la semaine prochaine, et je pense en Belgique bientôt. Et de nouveau, par contre, on a refait l'affiche avec les dentiers, avec la tétine originale. Voilà. Donc enfin, il va sortir en France avec le retour aux origines. Ouais. Bon, et alors après, vous devinez à ce moment-là ce qui est en train de se passer, enfin, bon, à part les émeutes, que ce film va commencer à tourner dans le monde entier? Bah, quand même. Non, c'était... C'est presque comme ici, dans notre cœur, il faut imaginer, je suis né dans le cinéma. Parce qu'on rend hommage ce soir, mais on rend hommage à nous 3, à nous 4, à nous 5, à nous 6, à nous 16. Et donc, je suis né dans le cinéma comme Audrey était déjà, mais naître dedans, c'est-à-dire jamais on imaginait, c'est pas des autres, mais on imaginait, à l'époque, je me rappelle, on discutait, on appelait ça carte de visite. Parce que on était très prétentieux, eux étaient très prétentieux. J'étais au service des autres. Je l'ai toujours été. J'espère que vous vous en souviendrez au moment... J'ai toujours été. Au moment d'aller marcher sur sa plaque. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on me la gratte, tu sais. Non. Les anciens combattants, on a retiré ton nom. Non,
Et je me rappelle, on disait une carte de visite, mais on était tellement pédants qu'on disait un court-métrage, ça va. 2 courts-métrages, non. On vaut mieux que ça. Et on était persuadés qu'un long-métrage d'1h30, et là je vais laisser parler André, serait la plus belle des cartes de visite. Mais en aucun... Ça, écoutez, que ma mère meure maintenant... Que Jacques meure maintenant, si je mens. Enfin bref, que tous les blonds meurent maintenant. Si je mens, on n'y a jamais cru. On s'est dit, on fait 3 jours, on se bourre la gueule, on dégage. On botte en touche, et ça sera la plus belle des cartes d'identité. Il va dire que c'est pas vrai. Mais ouais, non, c'est pas vrai, mais non. Non, on y croyait quand même. Non, mais c'est vrai que... Je parle de mon état de conscience. Non, après avoir fait Pas de C4, on s'était dit, faisons un long métrage, c'est jamais que 5 fois ce qu'on avait fait. Ouais. Et on s'est dit, on va faire un long à tout prix, qui est d'ailleurs c'est le film La mise en abîme, puisque ça raconte aussi l'histoire d'une équipe qui fait un film sans argent. Et voilà, mais on y croyait. Voilà, on espère, en tout cas, on espère toujours. On ne sait jamais ce qui va arriver, mais on y croyait. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'il serait vu autant. On s'était dit, voilà, on va faire un long, et puis voilà quoi. C'est la même chose que moi. Mais non, mais on espérait quand même. On se bourre la gueule. Non, ouais. Et l'autre, voilà, il fait des phrases français. Il dit la même chose que moi. Il fait 3 jours et au bout. Attends, il y a la version ardennaise. Il y quand avait même. déjà eu des projections à Paris avant le Festival de Cannes. Et on savait quand même qu'il y avait eu un article dans Variety, qui était la grande revue américaine, qui était plutôt très positif sur le film. C'était pas Mais mauvais. à ce point-là, non, quand même. C'était pas mauvais. Est-ce que vous savez, parce qu'à l'époque, moi j'étais à la... Donne-moi ton micro. Hein, bonne question. J'étais pas mauvais. Je sais pas à quel moment j'ai commencé à tomber. Non, je voulais dire qu'à l'époque, grâce à l'article de Variety, etc., j'ai pu monter à la RTBF un poisson d'avril qui a fonctionné au-delà de toute espérance. Je ne sais pas si vous connaissez ces images, mais si on peut lancer en régie le poisson d'avril. Tu vois qu'il va mieux. Ben écoute, on va essayer. T'as jamais mieux, hein. Regarde. Ah, c'est bien, hein? C'est génial. Bravo. Non, on a déjà réussi à éteindre la lumière, c'est pas mal. Le gars, il plane, il pense qu'en évoluant, ça va. Voilà. Ok. Merci Jacques. Je ne m'imagine pas l'impact que cette arrivée près de chez vous a eu au moment de sa sortie, il y a 30 ans. Tout le monde en parlait. Et moi, à l'époque, j'avais la chance de présenter ou de co-présenter une émission qui s'appelait Télécinéma avec Bernard Paulet. Et une de nos émissions est tombée le 1er avril. Donc on s'est dit, il y a un poisson à faire. 5 ans après sa première présentation au Festival de Cannes, cette arrivée près de chez vous n'en finit pas de prendre à la gorge tous ceux qui le regardent. Dernière victime en date, Sylvester Stallone. Ce fut un véritable choc, une grande surprise. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un de mes amis, mon agent, est devenu le président du studio. Il a conclu cet accord avec Benoît Poulvord dans l'intention de m'en faire cadeau, parce que je l'avais aidé il y a une quinzaine d'années. Mais que restera-t-il du plus facétieux des films belges passés à la moulinette Stallone? Est-ce que le remake du film sera très différent de l'original? Dans le film original, tout a été supervisé par Benoît lui-même. La seule chose qui change, c'est qu'au début, quand je tue le premier homme, je me suis dit qu'il faudrait lui donner un peu plus de dignité que dans la version belge. C'est le seul véritable changement. Pour le reste, des costumes jusqu'au dialogue, tout sera approuvé par Benoît Poulvord, qui vient d'ailleurs de signer le contrat avec nous. Bingo! Et hop là! Bingo! Il est charmant, Benoît, imprévisible. Il est européen, ce qui, d'après moi, est très important. J'aime avoir une influence européenne dans le cinéma américain. Mr. Stallone, difficile d'imaginer votre collaboration. Vous croyez que ça va être dur avec Poulvord? C'est merveilleux de travailler avec Benoît.
parce que c'est un gentleman et un acteur très doué qui travaille beaucoup pour le théâtre en Belgique et en France. Il y avait aussi un côté biographique, parce qu'on ne fait pas la différence entre sa personnalité et le personnage. En fait, cette arrivée près de chez vous représente pour Stallone une réelle opportunité, lui qui a souvent cherché à trouver de l'inspiration hors des États-Unis. J'aime beaucoup le film de Killer de John Woo. À une certaine époque, j'ai voulu faire un remake de ce film, mais les choses se sont compliquées. Mon personnage dans Cette arrivée près de chez vous a des tas de similarités avec celui-là. Ils sont de la même trempe. Je n'ai pas réussi à voir de Killer, mais le film de Benoît est encore mieux, car il sera un peu mieux compris du public américain. T'as un zoom sur ta machine. Je vais faire un zoom et me dire où il est. Ce film sera très différent des films précédents. Est-ce que par hasard, Poulvord aurait découvert le vrai Stallone? Vous avez absolument raison, c'est vrai, vous avez raison. Tout au début, quand j'ai fait Rocky, Paradise Alley, c'était des films très bien réalisés, qui avaient un très très bon scénario. On arrive ensuite à ce genre de film qui est plutôt stupide, plutôt visuel, et dont le jeu des acteurs est plus technique qu'une véritable performance. Je me suis reposé sur mes lauriers pendant 10 ans, et ensuite j'ai fait appel à Benoît, qui a réveillé le vrai Sylvester qui sommeillait. Vous savez, il y a la belle au bois dormant, et ici c'est le moche au bois dormant. Visiblement, Benoît Poulvord a fait mouche auprès des grands studios américains. Grâce à lui, en tout cas, Stallone sera bientôt tout près de chez nous. Une anecdote ici. Et je me rappelle, il fallait, quand on a fait notre dossier de presse pour Cette arrivée près de chez vous, et après je le dis, il fallait écrire ce qu'on avait déjà fait. Vous voyez, sur les dossiers de presse à l'époque, c'était joli. Eux, ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Moi, rien. Alors j'ai inventé des films. Et je vous assure, je ne vais pas citer les journaux, je vous assure que les gens l'ont repris, les mots pour mots. Il suffisait de réfléchir. J'avais écrit Histoire d'un nez. Ouais, comme ils n'avaient pas fait de cours, avec Rémi et moi, on en avait. Donc on avait mis Histoire d'un nez. Et en fait, le titre du travail de son gros nez, et en fait le titre du labo, en fait comme le labo était en Hollande, le titre du film est sur les claps, c'est marqué No Story, en fait. No Story. Pour le labo hollandais. Qui était là. Et c'était le titre de travail du film, en fait. Je l'ai écrit sur... Je l'ai écrit. J'avais soi-disant fait un film d'animation d'une heure 24 à 10 ans. C'est carnaval. Oui. On avait écrit De Niro, très intéressé. Est-ce qu'il peut penser à votre... Oui. De Niro, très intéressé. Mais 17 journalistes l'ont pris comme argent comptant. Hein. Et j'aurais pu faire... Mais bien sûr, et je me souviens, j'avais inventé des films. J'ai tourné avec Claude Lelouch, j'avais trouvé un titre génial. Gérard a appelé, rappelle-le. C'est un titre de Lelouch, ça. Je me souviens, c'est ma femme qui tapait mon dossier de presse. J'ai dit, fous-lui n'importe quoi. Jean a appelé, rappelle-le. Tu t'en fous, il vérifie rien. Mais tu sais que le lendemain de la diffusion de ce canular, j'ai vu un coup de fil à l'époque, Luc Elmlar, le patron de Belgafilm. Tu avais déjà le téléphone? Oui, j'avais déjà un téléphone et l'électricité. Et le type m'appelle en disant Philippe, on a vu le sujet hier, est-ce que tu as les coordonnées de la maison de production américaine? Parce que je veux distribuer le film en Europe. Véridique. Bon, ben, il y a quelqu'un d'autre qui vous a fait une petite vidéo, qui voulait être là ce soir, puis qui n'y est pas. Donc si Jacques en régie, ça sent la fête. Jacques, si en régie, oui, ah ben voilà.
Bravo Benoît, vraiment, vraiment bravo. Hein. Avoir un prix comme ça au seuil de la mort, quelle chance. C'est un autre Benoît qui parle, un grand jaloux bien sûr, parce que le festival de Sitges, c'est un magnifique festival, donc c'est vraiment génial qu'il ait enfin retrouvé 30 ans après. Et d'ailleurs ça, c'est également un prix, hein, c'est le seul prix que Groland n'ait jamais eu, le prix de l'humour noir. Et sachez d'ailleurs, chers amis, qu'en même temps que c'est arrivé près de chez vous, eh bien Groland fête ses 30 ans. Voilà. Nous sommes décidément alignés sur les mêmes étoiles noires. Que dire d'autre? Eh ben non, je tiens quand même à préciser qu'une partie de Benoît avait déjà eu un prix, hein, c'était à Cannes pour Le Grand Soir, où son chien Billy avait eu la Palme d'Og. Il fallait le souligner tout de même. Eh bien, que dire de plus que je suis tellement heureux d'être parmi vous en Belgique, en étant chez moi en Charente. Et puis que mon admiration pour la Belgique va encore plus loin que Benoît, que tous ceux qui ont participé à cette arrivée près de chez vous. Mais aussi bien aux gens qui ont fait striptease, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant j'habite réellement d'ailleurs dans une fusée. Et j'habite tout là-haut. Donc je vais donc me rendre au bureau en pensant à vous qui festoyez et buvez des bières. À la santé de Benoît! Il a un peu pris, hein? Il a un peu pris, là, non? Oui, de l'épine. Ouais. je vais laisser parler mes camarades. Oui, parce que je ne sais pas si tu as bien écouté ce qu'il disait au début. C'est formidable que tu aies eu un prix à Sitges. C'est quoi cette histoire? Non, mon chien a eu un prix. Non. Le seul prix qu'on n'a jamais eu à Cannes, c'est mon chien qui l'a eu. Oui. Mais je jure que c'est vrai. André, dis-nous un peu. Toi, tu te souviens de ça? Il n'en a plus rien à foutre. Il y a eu un prix à Sitges? Non, je parlais du prix de mon chien. Mais déjà, il y avait eu 3 prix à Cannes. Oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, on a eu... non, en fait, le film était passé au Festival de Sitges en Catalogne. La semaine où le film sortait en France, on n'avait pas pu assister au festival. Le film avait eu 2 prix, le prix du meilleur film et le prix du meilleur acteur pour Benoît. Mais vous les avez... Moi, j'ai eu ça. T'as eu ça? Ben ouais. Et tu l'as jamais su? Eh bien justement, il est là. On a retrouvé les prix de Sitges. C'est ton premier prix d'interprétation dans un festival espagnol. Mais les prix avaient été gardés, c'est la statuette de Métropolis, et ils avaient été gardés par le distributeur espagnol qui les avait... Ah si, c'est bon. Regarde s'il ne faut pas une faute à mon nom. Très bien, sur la statuette, elle est très ressemblante. Attention, tu vas nous le faire Métropolis. Je sens que tu vas nous dire qu'il n'est pas sans rappeler la statue de Métropolis. C'est une vieille histoire parce qu'on a essayé depuis très longtemps de récupérer ces prix. Très court. Il y a des gens qui ont besoin de pisser, il y a des gens qui On voulait récupérer les statuettes depuis longtemps et le distributeur espagnol a dit on ne sait pas où elles sont passées. Ouais, c'est les voleurs. Donc le festival nous les a refaites pour ce soir. Comme les appartements. La justice est faite. Excusez-moi, les gens qui ont les appartements en Espagne. Alors, non, la seule chose, évidemment, c'est que vous avez 2 prix et le malheureux Vincent n'a rien. Donc, le Festival international du film de comédie de Liège vous offre un prix à tous les 3. Voilà. Regarde. À commencer par Vincent. Le Festival du film norvégien offre à Vincent le seul type qui s'habille en été comme en hiver, avec une veste où il fait 47 degrés. On s'inquiète en se demandant mais comment tu vas t'habiller en hiver? Je suis en t-shirt, je suis même, j'ai peut-être une oreille. Et lui, non. Prêt à rencontrer ses reines. Ça va les gars? Il n'y a pas de neige. Le Père Noël dans les fleurs. Allez, les enfants. Bon. Alors ça, c'est vraiment les cadeaux pourris. Qu'est-ce que tu veux?
Viens voir, regarde. T'as 3 biscuits de merde qui disent 2 sandwichs tout pourris. C'est pour te prévenir que la chambre où tu vas dormir, il n'y a pas de minibar, il n'y a rien. Il n'y a pas de room service. Tu boufferas ce qu'on te donne, saloperie. Voilà, t'as un truc en plastique. Je vais vous raconter une anecdote. Vous en voulez encore une anecdote? Alors il y a une scène qui a tout le temps porté. Et les gars, si je vous emmerde, vous le dites. Regardez, je le seul. J'ai entendu, c'est un one-man show. Et si on compte sur vous pour mettre de l'ambiance, au moins, allez, j'y suis là. Il te tourne le dos déjà. C'est un DJ qui fait. On va mettre une musique un peu plus bluesy. Il est 7h du soir. Une musique un peu bluesy. Ça sent le caca. Je vais te le dire tout de suite. Je vais raconter une anecdote et ensuite ce ne sera pas. Mais c'est une anecdote que j'adore raconter. Et là, il me vient l'envie de raconter. Non, je vais vous le raconter, c'est très bon. Et on a eu une scène qui a toujours posé problème. Le viol. C'était un truc qui était... Et là, André explique pourquoi c'était fondamental qu'il y ait un viol. Ça s'appelle filer un bâton merdeux. C'est André qui adorait les viols. Pourquoi? On a cherché la femme violée pendant très longtemps et on repoussait la séquence qu'on ne pouvait pas tourner sur le plan de travail puisqu'on n'avait pas la femme qui voulait se faire violer. Et on disait, on avait rencontré une actrice de théâtre qui avait joué nue dans une pièce contemporaine et on était allé la voir, on lui dit on tourne un film. Quoi? Si, au départ. Non, l'historique. Et on lui dit, elle dit c'est quoi la scène? On dit on vous faites violer et tout. Et c'est quoi? Il y a d'autres scènes? On dit non, c'est juste ça, vous faites violer, dépecer après. Et c'est qui les acteurs? On dit c'est nous. Il dit c'est qui les réalisateurs? C'est nous. Et elle dit bon je vous donne ma réponse demain. À l'époque il n'y avait pas de portable. Donc. Et surtout on a eu quelle est la trajectoire du personnage? Ça, je me rappellerai toute ma vie. Au début, tu commences, tu dis, ok, on va devoir être à poil. Il fallait qu'on la fasse. Un truc où ça bascule, d'accord? On était tous ensemble et on cherche ce que vient de dire André. Et à un moment, on a quand même eu des actrices qui disent, parce que tu démarres d'abord par les belles. Non, je vous jure. Les actrices en devenir, les filles qui... Tu dis, elles sont prêtes à tout. Ok. Mais on avait quand même droit assez souvent à... Oui, d'accord. Quelle est la trajectoire du personnage? Oui, une page. Ça s'arrête là. Et ensuite, ça ne te concerne plus. Après, on a éliminé. Ensuite, on est passé... On a même fait, comme les tueurs en série, c'est d'ailleurs là qu'on l'a trouvé. Non, pour les hommes, les auberges de jeunesse. Comme les tueurs en série, on faisait les auberges de jeunesse. Sinon, t'adorerais tourner. Tourner. Idée, beaucoup tourner. Film, oui. Noir et blanc. Qui, acteur? Et puis on a eu, et ça je vous le raconte, ça. Je peux le raconter ou pas? Oui. Et à un moment, on trouve personne. On a même essayé. Non, pas les pipes chauds. On y allait. Il y a un silence qui est malheureux. Il y a un silence qui met tout le monde malade. Et celui-là, je ne l'aime pas. Après, je finis mon histoire. Et puis il dit, oh, j'aurais dû rester chez moi. Non. Je vous l'ai dit que ça va être des histoires grivoises. Les gars, j'ai pas fait les illusions perdues. Hein. Et donc on est heureux, non. Je vous explique. À un moment, on appelle un réalisateur qui faisait des courts-métrages bizarres, mais il avait tourné avec des femmes nues. Et donc il dit, j'en connais une femme qui accepte de tourner nue pourvu qu'il y ait un projet artistique. Ce qui me paraît, au demeurant, je trouve, un assez bon... c'est juste. Enfin, donc,
Rémi et moi, nous allons dans son appartement, et je vous le jure sur ce que j'ai... C'est la dame que vous voyez, la femme, que vous voyez à l'image, elle s'appelle Sylviane God. Ça ne s'invente pas, je vous le jure sur ce que j'ai dit. Et regardez bien au générique, nous ne l'avons pas inventé. Et nous y allons, Rémi et moi, parce que André, à l'époque, présentait des symptômes. Et voilà, j'ai dit, il vaut mieux que ce soit deux garçons équilibrés comme Rémi. On y va. Rémi, il a une tête d'ange, il a ses grands cheveux, il sourit tout le temps, il sera plus calme. Moi, perso, lui, il présentait déjà des symptômes de dérèglement hormonal. Donc, bon, bref. Je dis, j'y vais, je vais la voir. Et on va chez cette dame. Et si, je peux la raconter devant vous, parce que Sylviane, je l'ai déjà raconté, ça l'a fait hurler de rire. Et on rentre chez elle, et superbe appartement, pas du tout l'image. Et on nous avait prévenu, du moment que c'est artistique. Mais on a été quand même aux abois, parce qu'il fallait tourner dans une quinzaine de jours, et il nous fallait quand même une femme qui accepte d'être éviscérée et violée. Bref. Et on est petit, mais tu ne peux pas savoir comment on est petit. On dit bonjour. On ne s'attendait pas du tout à la grandeur de l'appartement. Gigantesque, super élégant. Et la fille, Sylviane, que nous gardons dans notre cœur et que nous saluons. Elle lui dit, ah ben asseyez-vous. Alors tout de suite, le truc qui nous a le plus démangé, elle dit, quelle est la trajectoire du personnage? Oh, de l'autre, on se dit, qui s'attaque à la trajectoire? Bah écoutez, elle se fait violer sur une table. Et là, coup de bol, je suis touché moi-même par ce genre d'histoire. Bon là, tu dis plus rien, tu dis, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Évidemment. Et là, je pars aux toilettes parce qu'elle nous offre à boire. Vous voulez boire une bière et tout? Et alors, genre, sincèrement, c'est sans moquerie aucune. On a tellement ri, et on a ri comme de pété. Ça paraît vite. Évidemment, quand vous allez le revoir, vous ne pourrez plus. Et je pars aux toilettes. Je vais dans les toilettes qui étaient une mode. Il y a une certaine époque où tout le monde mettait des pêle-mêle dans les toilettes pour voir tes enfants qui vont à la mer. Et là, je tombe sur un pêle-mêle, je vois Carlos tout nu. Elle toute nue. D'autres gens, je ne citerai pas, mais Carlos, j'ai l'impression que c'était quand même son sport. Mais bon, je veux le dire à Rémi. Rémi qui est toujours assis à la table en train de boire un thé. C'est cette femme qui dit, je vais vous sortir mon bouc. Moi je sors des toilettes. Il me tarde de dire à l'oreille de Rémi, putain, Rémi, j'ai vu Carlos à poil en train de faire des brochettes. Elle est habillée en magicienne. Elle terminait de dire au moment où j'arrive, du moment que ça reste de l'art, je m'exprime. Là, je suis bien arrivé. Et alors elle dit, je vous montre mon bouc. Alors c'était pas un tout petit livre, hein. C'était un truc grand comme ça. Je m'en souviendrai toujours. Elle ouvre son carnet. Elle ouvre son livre. Donc ça commence, ok, elle fait de la prestidigitation. Carlos revient. Les amateurs de seins nus. Et Rémi et moi, on est assis comme ça. Et à un moment, on tombe sur une double page. Double page, noir et blanc. Right deck, gauche, droite. Elle est genre grande écartée. Et on est là tous les deux. Il est 2h de l'après-midi. Nous n'avons pas bu. On la fixe et on est là. Et c'est cette phrase dont je ne l'oublierai pas. Rémi dit, aucun de nous deux ne peut parler. Il dit, ah, je reconnais ces photographies ici, je reconnais le radiateur. Et elle a tourné avec nous. C'était ma dernière année. Bon ben on va tout doucement regarder le film. Hein. Envie de dire quelque chose encore dans le film?
hommage à Rémi qui nous a qu'on a perdu. Oui. Ah bah, ouais. T'as eu l'idée de départ du film, parce qu'on cherchait depuis longtemps, on voulait faire une fiction au départ, et on tournait en rond. On avait écrit la suite de Daniel, et c'était intournable. Et tout d'un coup, Rémi a eu l'idée du faux reportage, qui tout d'un coup rendait tout possible, puisqu'on tournait dans les conditions d'un reportage, et c'est ça qui a permis que le film se fasse. Et mes plaisanteries font partie de nos... Évidemment, vous l'avez déjà entendu une fois, mais il y a tellement de blagues qui ne sont que des blagues, où on riait entre nous. Rémi avait vraiment mauvaise haleine le matin. Je vous jure que cette séquence, il ne s'en rendait pas compte parce qu'il ne déjeunait pas. Il a eu la plus laide cuisine que j'ai vue de toute ma vie. Parce que la douche, le gaz, tout était dans la même pièce. J'ai des photos qui peuvent en témoigner. Et donc, il avait une haleine de poney parce que... Et quand vous verrez la séquence où il nous dit « Putain, t'as une haleine de chien », c'était vrai. Je ne suis pas là pour lui du mal d'un homme qui nous a quittés, mais c'était vrai. Et il sentait... André, raconte, quand on a tourné, la dernière fois qu'il a... Raconte-le, c'est un truc qui me fait hurler, Crémy. Il sentait les pieds. Et on a habité ensemble très longtemps, et ouais, c'était un cauchemar. Ça, c'est l'art de raconter une superbe anecdote. Et il perdait ses cheveux. J'en ai une très très bonne. Non, après j'en finirai parce que je pense qu'ils sont crevés. Ah oui, je n'ai pas obligé de leur mettre tout le film. Je mets quelques extraits. Et on tournait pas de C4 pour Daniel. Et donc on était... C'est encore pire que... Là, on était vraiment dans l'infect appartement d'André. C'était un endroit très petit à Paris. Mais on était 16, non. 16, ça c'était sous Cannes. On était beaucoup. Et la pauvreté, non. Qu'est-ce que je veux dire? La jeunesse, l'idée de... Allez, ça ne t'empêche pas de changer de godasse. Une chaussette. Et puis à un moment, on se retrouve, on est à Paris, on a pris une voiture, on est 10, on tournait le premier court-métrage, pas de C4, et on devait faire un plan avec Lucas, le frère de Rémi, qui nous faisait horriblement peur. Et on dit, ok, il va falloir être sérieux. On fait des coups, on riait. Bon, bref. Et puis à un moment, on dit, il n'y a qu'une pièce pour dormir, on est 10. On dormira sur une paillasse. La question n'est pas de dormir, la question est d'enlever son chausson. Quand on n'a plus enlevé son chausson depuis une dizaine de jours, et que la chaussette n'a pas été lavée par maman alors qu'on a 18 ans, elle sent horriblement fort. Et quand la basket n'est pas de bonne qualité, mais qu'elle ressemble davantage à une vieille basket de Roumanie, le sky se mélange à la croûte de pied. Et arrive ce moment infini, on était tous tout jeunes, un truc se dégage, un remue-le, une odeur immonde, un truc. Et évidemment, vous savez comment on sont les... Quand on est jeune, on dit, c'est toi. Et il a eu cette phrase historique. Laissez-moi puer en paix. Je veux puer seul. Je pue, mais... Oui, c'est moi, je pue. Mais laissez-moi puer seul. C'est pas ça? Mais on était quand même 15 et on a quand même dû vivre de... Merci pour ce bel hommage à Rémi. Rémi, si tu me sens. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je propose qu'on les applaudisse.